L'Afrique est une terre d'ancienne civilisation, d'histoire tissée sur des millénaires, et pourtant, une ombre plane sur son histoire moderne, celle des coups d'État. Depuis les indépendances, le continent a connu plus de coups d'État que tout autre endroit au monde. Pourquoi ce cycle semble-t-il se répéter, encore et encore, comme une malédiction dont on ne peut se libérer? Cette question est plus complexe qu'elle n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'ambition militaire ou de lutte de pouvoir. C'est une histoire de structures politiques fragiles, de promesses brisées, d'ingérence extérieure et d'un peuple pris dans un tourbillon de désillusions. Les premiers coups d'État, l'héritage colonial. Les années 1960 marquent le début des indépendances africaines, mais elles portent en elles un vice caché. La plupart des nouveaux États africains sont nés avec des frontières tracées à la règle par les anciennes puissances coloniales. Les nouveaux dirigeants africains se sont retrouvés à gouverner des nations fragiles, souvent sans institutions solides pour maintenir la stabilité. Certains, comme Kwame Nkrumah au Ghana ou Patrice Lumumba au Congo, avaient une vision de grandeur pour l'Afrique. Leurs ambitions se sont heurtées à des forces bien plus puissantes qu'eux, des élites locales avides de pouvoir, des intérêts économiques étrangers et des armées qui se voyaient comme les véritables garantes de l'État. Ainsi, les premiers coups d'État n'étaient pas seulement des prises de pouvoir militaires, ils étaient le signe d'une instabilité plus profonde. Le Ghana, en 1966, voit son premier putsch contre Nkrumah. Le Mali, le Togo, la République centrafricaine, un à un, les pays africains sombrent dans ce cycle. L'armée, sauveur ou bourreau. L'armée africaine a souvent été perçue comme la seule institution capable de prendre les rênes du pouvoir. Mais dans la plupart des cas, ces interventions militaires n'ont pas mené à la stabilité promise. Pourquoi? Parce que les militaires n'étaient pas mieux préparés à gouverner. Ils prenaient le pouvoir en dénonçant la corruption et l'incompétence des civils. Une fois au sommet, ils reproduisaient souvent les mêmes erreurs, répression, népotisme et une obsession du pouvoir absolu. Certains coups d'État ont été salués comme des « libérations », comme Thomas Sankara au Burkina Faso en 1983. Sankara a renversé un régime corrompu pour lancer une révolution sociale. Mais même Sankara n'a pas échappé au destin tragique de nombreux leaders africains, trahis par ses propres compagnons d'armes, il est assassiné en 1987 dans un autre coup d'État. Les intérêts étrangers, des marionnettistes invisibles? Aucun coup d'État en Afrique ne peut être compris sans regarder le rôle des puissances étrangères. Pendant la guerre froide, l'Afrique est devenue un échiquier. Les États-Unis et l'Union soviétique soutenaient des régimes ou fomentaient des renversements pour préserver leurs intérêts. Lumumba, trop proche de Moscou, est assassiné avec la complicité des services secrets occidentaux. En Guinée, Sékou Touré survit à plusieurs tentatives de renversement orchestrées depuis l'extérieur. Mobutu, en revanche, est soutenu pendant des décennies malgré sa dictature brutale, car il est un allié de l'Occident. Après la guerre froide, la France, les États-Unis et d'autres pays ont continué d'exercer une influence, parfois en soutenant des putschistes favorables à leurs intérêts économiques et stratégiques. Les coups d'État aujourd'hui, une résurgence ou un éveil? Depuis 2020, une nouvelle vague de coups d'État secoue l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon, tous ont vu leur régime tomber sous la pression militaire.